Mes parents ont vendu le restaurant que j'avais bâti, après que je leur ai donné 10 ans de ma vie. Puis, mon père a souri d'un air suffisant et a dit, « Ton frère vaut plus que toi. » Ils ont utilisé la vente pour acheter une maison à mon frère aîné et continuer de financer ma sœur cadette à l'étranger, pendant que je me tenais là, couvert de graisse et d'épuisement, me demandant ce qu'il me restait. Cette réponse a changé ma vie pour toujours. Mais, laissez-moi revenir en arrière, car vous devez comprendre exactement comment une famille peut vous vider de votre substance tout en vous souriant. Laissez-moi vous raconter mon histoire. C'était un mardi soir, exactement 10 minutes après que nous ayons transformé le panneau, ouvert, en, fermé, au Smoke and Timber Barbecue. L'air à l'intérieur de la cuisine était épais, imprégné de l'odeur lourde et suffocante du bois de hickory, du sucre roux caramélisé et de la graisse de poitrine de bœuf brûlé. J'avais 30 ans et mon dos me faisait mal, d'une douleur profonde et persistante qui ne vient que d'être debout sur un carrelage dur pendant 14 heures par jour, 7 jours sur 7. Mes mains étaient calleuses, brûlées et tachées en permanence de charbon de bois. De l'autre côté de la pièce, Audrey, ma petite amie depuis 5 ans, essuyait silencieusement les tables de préparation en acier inoxydable. Elle semblait aussi épuisée que moi, mais elle m'a offert un sourire doux et fatigué. Nous avions économisé chaque centime que nous possédions. Nous avions juste besoin de 100 000 $ pour verser un acompte sur une petite maison modeste, en bordure de la ville, afin de pouvoir enfin nous marier et commencer notre vie. Je pensais que j'approchais du but. Je pensais que mes parents me donneraient enfin ma part des bénéfices. La lourde porte de la cuisine s'est ouverte, heurtant le cadre métallique avec un bruit assourdissant. Mon père, Arlon, est entré. Juste derrière lui se trouvait mon frère aîné, Sterling. Sterling était vêtu d'un costume bleu marine sur mesure qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, sentant un parfum coûteux qui coupait agressivement l'odeur de fumée de barbecue. Arlon avait un air suffisant et satisfait de lui-même. Il s'est dirigé directement vers la table de préparation, n'a même pas regardé Audrey et a claqué une épaisse chemise cartonnée sur la surface métallique. J'ai posé mon tampon à récurer et j'ai essuyé mes mains sur mon tablier sale. Je lui ai demandé ce que c'était. Arlon a gonflé sa poitrine et a annoncé qu'il venait de signer un accord de rachat de franchise. Une gigantesque chaîne de restauration rapide avait acheté l'emplacement, les recettes et la marque Smoke and Timber Barbecue pour $1,5 million. Mon cœur s'est complètement arrêté. L'air a quitté mes poumons. Je me suis contenté de fixer le dossier. Pendant 10 ans, j'avais géré cet endroit. C'est moi qui arrivais à 4 heures du matin pour allumer les fumoirs. C'est moi qui gérais les stocks, embauchais le personnel et perfectionnais l'assaisonnement qui nous avait rendus célèbres dans notre comté, mais la licence commerciale et la propriété étaient au nom de mes parents. J'ai retrouvé ma voix, bien qu'elle tremblât. Je lui ai demandé ce qu'il entendait par « il a vendu ». Je lui ai demandé ce qu'il allait advenir de mon emploi, de celui d'Audrey, du personnel. Arlon a agité la main de manière désinvolte, comme si j'étais un enfant agaçant. Il a dit que les gens de la corporation allaient faire venir leur propre direction et que nous avions 30 jours pour récupérer nos effets personnels. La panique a commencé à s'installer, mais j'ai ensuite pensé à l'argent, $1,5 million. J'ai regardé mon père et j'ai dit que c'était énorme. Je lui ai dit qu'avec ma part de cet argent, Audrey et moi pourrions enfin acheter notre maison. Je n'avais besoin que de $100 000, une fraction de ce qu'il venait de gagner grâce à ma sueur et à mon sang. C'est là que le sourire narquois est apparu. C'était un lent et arrogant enroulement de ses lèvres. Il a regardé Sterling, puis est revenu à moi. Il m'a dit que j'étais fou si je pensais qu'une partie de cet argent irait à moi. Il a dit que Sterling venait d'obtenir un poste de cadre junior à Chicago et qu'il devait acheter une maison dans le quartier de Gold Coast pour sauver les apparences avec ses clients fortunés. Il a dit que ma sœur cadette, Blair, avait besoin de faire renouveler son visa et de se faire payer ses frais de subsistance pour son programme de doctorat en Europe. J'étais abasourdi. J'ai fait remarquer que j'avais bâti toute cette entreprise. Je lui ai demandé, et moi? Arlon a laissé échapper un court et cruel rire. Ton frère vaut plus que toi, a-t-il dit. Sterling a besoin d'un appartement de luxe pour réseauter avec des personnes importantes. Blair va être médecin. Tu n'es qu'un commis de cuisine dans une petite ville. Pourquoi aurais-tu besoin d'une grande maison? Tu peux louer un appartement. J'ai entendu un petit halètement. Je me suis retourné. Audrey se tenait là, me fixant avec un air de pure dévastation.
Il ne s'agissait pas seulement de l'argent pour elle. C'était la prise de conscience que je ne serais jamais libéré d'eux. Elle a lentement mis la main dans sa poche, en a sorti la bague de promesse en argent bon marché que je lui avais donnée il y a 3 ans, et l'a posée sur le comptoir. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste murmuré qu'elle ne pouvait plus faire ça. Et elle a franchi la porte arrière, s'enfonçant dans la nuit froide. Mon monde s'effondrait. Et Sterling était occupé à regarder sa montre de luxe. Regarder la porte arrière se refermer derrière Audrey m'a fait l'effet de recevoir une balle en plein cœur. La femme que j'aimais, la seule personne qui voyait ma valeur, était partie. Et elle était partie à cause des sables mouvants toxiques que j'appelais ma famille. Je suis resté figé, mes yeux rivés sur cette bague en argent bon marché, posée à côté d'une flaque de dégraissant sur le comptoir. Le silence dans la cuisine était assourdissant, rompu seulement par le bourdonnement des réfrigérateurs commerciaux. Mon esprit m'a violemment tiré en arrière, me plongeant dans un musée de douleur que j'avais passé une décennie à essayer d'ignorer. J'ai baissé les yeux sur mon avant-bras gauche. Une énorme cicatrice de brûlure irrégulière s'étendait de mon poignet à mon coude. Je l'avais eu à 19 ans. Nous étions en sous-effectif un week-end férié et je travaillais ma 14e heure d'affilée. J'ai glissé sur un sol mouillé et mon bras a plongé dans une cuve d'huile de friture bouillante. L'agonie était indescriptible. Mais personne de ma famille n'est venu aux urgences cette nuit-là. Ni ma mère, ni mon père. Ils étaient à 300 mètres de là, à Chicago, à organiser une fête de remise des diplômes somptueuse pour Sterling, car il venait de terminer son baccalauréat. Je me souviens d'être assis dans le lit d'hôpital, sous l'effet des analgésiques, mon bras enveloppé d'une épaisse gaze blanche, regardant mon téléphone. Ma mère, Céleste, avait posté une photo de Sterling tenant un verre de champagne avec la légende « Notre enfant chéri, la fierté de notre famille ». J'avais payé ma propre facture d'hôpital avec mes maigres pourboires. J'ai regardé le visage suffisant de Harlon et je me suis souvenu de la lettre d'acceptation de l'université d'État. J'avais en fait obtenu une bourse partielle, mais Harlon m'avait fait asseoir à la table de la cuisine, l'air incroyablement stressé, et m'avait dit que l'entreprise familiale était en difficulté. Il m'avait dit qu'il ne pouvait se permettre de soutenir qu'un seul enfant en ville et que Sterling avait simplement plus de potentiel. Il m'avait exigé de rester à la maison, de prendre en charge la cuisine et de sauver le restaurant. J'avais sacrifié mon éducation, ma jeunesse et ma liberté pour que Sterling puisse boire du champagne et jouer à l'homme d'affaires. Et je l'avais sauvé. Je me souvenais des registres comptables effilochés et tachés de graisse que j'étudiais à 2 heures du matin. J'avais complètement refait le menu. J'avais négocié de meilleurs tarifs avec les fournisseurs de viande locaux. J'avais transformé un restaurant routier misérable et en faillite en une institution locale qui valait maintenant 1,5 million de dollars. Je suis revenu au présent. La colère que je ressentais n'était pas une explosion soudaine. C'était une marée froide, sombre et montante. J'ai regardé Harlon et Sterling. Je n'ai pas crié. J'ai gardé ma voix dangereusement basse. Je leur ai dit que je voulais 10% de la vente, soit 150 000 dollars. J'ai dit que c'était une énorme réduction pour 10 ans d'heures supplémentaires impayées, une jeunesse volée et la perte de la femme que j'aimais. Pile à ce moment-là, la porte de la cuisine s'est de nouveau ouverte. C'était ma mère, Céleste. Elle attendait dans la voiture et s'était impatientée. Elle a jeté un coup d'œil à la tension dans la pièce et a immédiatement déployé son arme de prédilection, le numéro de la victime. Ses yeux se sont remplis de larmes, parfaitement à commandement. Elle s'est approchée, a mis une main sur sa poitrine et a commencé sa manipulation. Elle m'a demandé comment je pouvais être aussi égoïste. Elle a dit qu'elle m'avait porté pendant 9 mois, qu'elle et mon père m'avaient nourri et m'avaient donné un toit. Elle a commencé à pleurer, demandant si j'allais vraiment compter chaque centime avec ma propre chair et mon propre sang. Elle a dit que Sterling était sous tellement de stress dans le monde de l'entreprise et que Blair était si seul en Europe. Elle m'a dit que je lui brisais le cœur en étant si avide. Avide, le mot a résonné dans ma tête. Je vivais dans un horrible studio et je conduisais une voiture avec un chauffage en panne, tandis que Sterling conduisait une BMW en leasing dont mes parents payaient les mensualités. J'ai regardé Sterling. Il était appuyé contre le comptoir, se curant les ongles. Il a levé les yeux vers moi avec un air de pur dégoût. Il a soupiré dramatiquement et a dit « Écoute, soyons honnêtes. Tu n'as rien fait de spécial. Tu as fait des hamburgers et fumé de la poitrine de bœuf.
Un singe savant pourrait faire ton travail sans le nom de papa sur l'enseigne. Ta nourriture est à peine bonne pour les cochons. Tu devrais être reconnaissant qu'il t'ait même laissé travailler ici. Bon pour les cochons. 10 ans de ma vie. Ma peau brûlée. Ma relation détruite, réduite à de la pâtée pour cochon par un homme qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. La marée froide de colère à l'intérieur de moi s'est complètement figée. J'ai réalisé à cet instant précis qu'il ne m'aimerait jamais. Il ne me respecterait jamais. Je n'étais rien d'autre qu'une bête de somme, un distributeur automatique de billets de chair et d'os. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé les tables en acier inoxydable. Je n'ai pas frappé Sterling au visage arrogant et parfaitement ciselé, même si mes phalanges me faisaient physiquement mal de l'envie de le faire. Crier aurait signifié que je me souciais encore de leurs opinions. Crier aurait signifié que je suppliais encore leur approbation. J'en avais fini de supplier. Je me suis retourné et je me suis dirigé vers le petit bureau du gérant, niché dans le coin de la cuisine. J'ai pris une feuille de papier d'imprimante vierge et un stylo à billes noires. Le seul son dans la pièce était le grattement dur de mon stylo sur le papier. Arlon, Céleste et Sterling me regardaient en silence, échangeant des regards confus et moqueurs. J'ai fini d'écrire, je me suis retourné et j'ai posé le papier sur la table de préparation, juste à côté du contrat de franchise d'1,5 million de dollars. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité, a demandé Arlon, se penchant pour lire. C'est un accord de rupture, ai-je dit. Ma voix était complètement dépourvue de toute émotion. Elle semblait venir de quelqu'un d'autre. Il stipule qu'à cet instant précis, je ne suis plus votre fils. Je ne suis plus votre frère. Je romps formellement tous les liens avec cette famille. Votre richesse, votre succès, vos échecs, vos maladies et vos décès n'ont absolument plus rien à voir avec moi. Je renonce à tout droit à tout héritage futur. Et en retour, Céleste a halté, portant sa main à sa bouche. Tu ne peux pas être sérieux. Tu fais une crise de colère pour une maison. Je suis complètement sérieux, ai-je répondu, la regardant droit dans les yeux. Si jamais vous avez un problème, si jamais vous tombez malade, si jamais vous faites faillite, allez trouver le fils en or et la fille géniale dans lesquels vous avez investi toutes vos ressources, car vous ne tirerez plus jamais une seule goutte de sang de moi. Sterling a ri. C'était un son fort et odieux. Il a tapé notre père dans le dos. Laisse-le faire, papa. Laisse-le signer son propre arrêt de mort. Le gars a un diplôme de lycée et sans la sauce barbecue. Voyons combien de temps il survit là-bas sans le nom de famille. Arlon a de nouveau souri d'un air narquois. Il n'a pas hésité. Il n'a pas montré la moindre once d'hésitation paternelle ou de tristesse. Il a pris le stylo et a signé son nom en bas du papier avec un geste vif et appuyé. Il a jeté le stylo. Sors de mon restaurant. Arlon a ricané. Emballe tes affaires et sors. Tu es un parasite ingrat. Voyons comment tu survivras quand tu dormiras dans un caniveau. Je n'ai pas dit un autre mot. J'ai pris ma copie du papier, l'ai plié soigneusement et l'ai mise dans ma poche. J'ai détaché mon tablier gras, l'ai laissé tomber sur le sol, juste au pied de Arlon, et j'ai franchi la porte arrière. Je suis allé à mon minuscule et misérable appartement. Je n'ai pas tout emballé. Je ne voulais rien qui me lie à cette ville. J'ai emballé exactement un sac de sport avec 2 paires de jeans, quelques t-shirts, mon lourd manteau d'hiver et ma brosse à dents. J'ai pris tout l'argent que j'avais caché dans une boîte de café sous mon évier, ce qui représentait exactement $840. J'ai conduit ma vieille voiture jusqu'à la gare routière locale de Greyhound. J'ai laissé les clés sur le contact et les portes déverrouillées. Je me fichais qu'elles soient volées. Je voulais juste qu'elles disparaissent. Je me suis approché du guichet et j'ai demandé un billet aller simple pour le bus de minuit à destination de Chicago. Je me suis assis à l'arrière de ce bus sombre et glacial alors qu'il s'engageait sur l'autoroute. J'ai appuyé mon front contre la vitre froide de la fenêtre, regardant les lumières de ma ville natale s'estomper dans l'obscurité. Je n'avais pas de travail, pas de femme, pas de famille et moins de $1000 en tout et pour tout. Je me dirigeais vers l'une des villes les plus impitoyables du pays. Mais à mesure que les lignes de l'autoroute se confondaient, je n'ai pas ressenti de peur. J'ai ressenti un étrange et terrifiant sentiment de liberté absolue. Mon cœur s'était endurci en un bloc de glace solide. Je me suis dit que je ne serais plus jamais faible. Je ne laisserai plus personne utiliser le concept de famille pour m'enchaîner au sol.
J'allais conquérir leur monde. J'allais bâtir un empire. Et j'allais le faire par pure rancune non frelatée. Pensez-vous que j'étais trop insensible de partir sans un second regard? Attendez d'entendre ce que j'ai découvert 3 ans plus tard, dans les hivers rigoureux de la ville des vents. Chicago ne m'a pas accueilli à bras ouverts. Elle m'a frappé comme un train de marchandises glacées. C'était fin novembre quand je suis arrivé et la température descendait régulièrement à -20 degrés avec le facteur éolien. Le vent du lac Michigan me coupait le visage comme des lames de rasoir. J'ai loué un appartement en sous-sol sans fenêtre, dans un quartier louche qui sentait constamment le béton humide et le vieux chou. Il n'y avait pas de chauffage, alors je dormais dans mon manteau d'hiver, tremblant violemment toute la nuit. Je ne suis pas devenu magicien millionnaire du jour au lendemain. La réalité de partir de zéro était un travail brutal et éreintant. Avec seulement mon diplôme de lycée et un CV consistant uniquement à gérer un restaurant de barbecue, les portes des entreprises me furent claquées au nez. Alors, je suis retourné à la seule chose que je connaissais, les cuisines commerciales. Mais cette fois, je ne cuisinais pas. J'ai trouvé un emploi de technicien de maintenance de nuit pour une entreprise qui entretenait les systèmes de ventilation et les bacs à graisse des cuisines industrielles. C'était le travail le plus dégoûtant et le plus humiliant que l'on puisse imaginer. Alors que Sterling sirotait probablement un whisky écossais coûteux dans un bureau douillet et chaud du centre-ville, je passais mes nuits à ramper dans d'étroits conduits d'aluminium glacial sur les toits de steakhouse haut de gamme. Grattant des couches de graisse animale rance et gelée avec un couteau à mastic. Mes mains saignaient constamment à cause du métal froid. Je survivais avec des bagels rassis et du beurre de cacahuète en promotion, mais je gardais les yeux ouverts. J'observais comment ces immenses restaurants fonctionnaient. J'ai vu leurs inefficacités, leurs défauts de conception, leur gaspillage massif d'énergie et d'espace. Une nuit, au milieu d'une terrible tempête de neige, je réparais une panne catastrophique de congélateur dans un grand hôtel du centre-ville. Le directeur régional de la société d'approvisionnement, un homme âgé et perspicace nommé Roland, était arrivé paniqué car des milliers de dollars de stock de première qualité étaient en jeu. Je n'ai pas seulement réparé le compresseur. J'ai examiné toute la disposition de leur chambre froide et j'ai esquissé un plan de réorganisation sur une serviette sale qui augmenterait leur capacité de stockage de 30% et réduirait leur consommation d'énergie. Roland a regardé la serviette, puis m'a regardé, couvert de graisse et tremblant. Il a vu au-delà de la saleté. Il a vu l'esprit stratégique qui avait maintenu en vie un restaurant de barbecue en faillite pendant une décennie. Il m'a embauché sur le champ comme consultant junior pour sa division de vente d'équipements interentreprises. Je me suis jeté à corps perdu dans ce travail avec une obsession quasi psychotique. Je travaillais 100 heures par semaine. J'étudiais la logistique de la chaîne d'approvisionnement dans le métro. Je mémorisais les spécifications des équipements jusqu'à ce que mes yeux se brouillent. J'étais impitoyable dans mes négociations car je n'avais absolument rien à perdre. En 14 mois, j'ai conclu un contrat de 8 millions de dollars avec un groupe hôtelier national. C'était le plus grand contrat que la branche ait jamais vu. Je n'oublierai jamais le jour où ils m'ont remis mon chèque de commission, 50 000 dollars. C'était une simple feuille de papier, mais elle représentait plus d'argent que je n'en avais jamais eu de ma vie. Je me suis assis sur le siège conducteur de la berline d'occasion que j'avais finalement achetée, tenant le chèque. Mes mains tremblaient. Les instincts sont une chose cruelle. Pendant une brève et douloureuse seconde, le petit garçon effrayé en moi, celui qui voulait juste que ses parents soient fiers de lui, a pris le dessus. J'ai pris mon téléphone. J'ai composé le numéro de ma mère. Il a sonné 3 fois. Céleste a décroché. Allô, a-t-elle dit. J'ai ouvert la bouche. Les mots « maman, j'ai réussi » étaient sur le bout de ma langue. Mais avant que je ne puisse parler, j'ai entendu Céleste rire bruyamment. Oh, Suzanne, tu dois voir ça, a-t-elle crié à quelqu'un en arrière-plan. Sterling vient d'arriver dans sa nouvelle Mercedes. Oui, un tout nouveau leasing. Notre garçon a tellement de succès, il dirige pratiquement Chicago. Les mots sont morts dans ma gorge. La froide réalité m'a envahi. J'étais un fantôme. Je ne leur manquais pas. Ils continuaient d'adorer l'enfant chéri. J'ai silencieusement appuyé sur le bouton raccroché rouge. J'ai laissé tomber le téléphone sur le siège passager. J'ai appuyé mon front contre le volant froid. Et pour la première fois depuis que j'étais parti de chez moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour le garçon qui avait perdu sa jeunesse.
J'ai pleuré pour Audrey. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma poitrine me fasse physiquement mal. Et puis je me suis arrêté. J'ai essuyé mon visage. J'ai regardé à nouveau le chèque. Dans cette voiture glaciale, j'ai systématiquement rassemblé chaque once de faiblesse, chaque besoin désespéré de leur validation, et je l'ai étouffé à mort. J'ai conduit à la banque, déposé l'argent et je n'ai jamais regardé en arrière. 5 ans, c'est long quand on fonctionne par pure rancune concentrée. Au moment où j'ai eu 35 ans, ma vie était méconnaissable par rapport aux gars qui grattaient la graisse sur les toits. J'avais quitté la société de Roland en excellents termes et lancé ma propre entreprise, Apex Solutions pour restaurants. Nous ne vendions pas seulement des fours et des friteuses. Nous fournissions des services complets de conseils agressifs en redressement d'entreprise, de gestion de la chaîne d'approvisionnement et des lignes de crédit pour d'énormes groupes hôteliers à travers toute la région du Midwest. Mes revenus se chiffraient en dizaines de millions. J'avais un bureau d'angle au 40e étage d'un élégant gratte-ciel de verre, surplombant le lac Michigan. Je portais des costumes sur mesure. J'étais respecté, craint et riche. Mais je gardais un profil public très discret. L'industrie connaissait le nom Apex, mais il voyait rarement mon visage dans la presse. J'aimais opérer dans l'ombre. C'était un mardi après-midi. Le ciel extérieur était d'un bleu clair et éclatant. Simone, ma directrice du crédit et de l'évaluation des risques, perspicace et impitoyable, est entrée dans mon bureau. Elle a laissé tomber un épais classeur sur mon bureau en acajou avec un bruit sourd. « Nous avons un gros problème avec un nouveau demandeur », a dit Simone, croisant les bras. C'est une start-up de cuisine fantôme appelée Elvat Culinary Group. Il réclame une ligne de crédit de 2 millions de dollars pour l'équipement commercial et l'approvisionnement en matières premières. Ils sont désespérés, mais leurs finances sont un désastre complet. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil en cuir, sirotant mon café noir. Définissez et désastre, ai-je dit. Ils brûlent de l'argent comme si c'était démodé, a expliqué Simone. Ils n'ont aucune croissance organique. Leur présence sur les réseaux sociaux est entièrement fabriquée avec des abonnés robots. Le PDG touche un salaire énorme tout en étant en défaut de paiement pour de petits fournisseurs. Ils montent une coquille vide, brassant l'argent pour paraître solvables. Si nous leur accordons cette ligne de crédit, ils feront défaut dans les 6 mois. Nous devons la rejeter immédiatement. J'ai hoché la tête, tendant la main vers le classeur. Bonne prise, Simone. Laissez-moi voir le résumé exécutif. Qui est l'idiot qui dirige cette arnaque? J'ai ouvert la lourde couverture. J'ai regardé le nom indiqué sous « Directeur général ». Sterling. J'ai cessé de respirer pendant une fraction de seconde. J'ai fixé l'encre noire nette sur le papier blanc. Sterling, mon frère aîné, mon enfant chéri, brillant et supérieur. J'ai commencé à feuilleter les analyses financières détaillées que l'équipe de Simone avait déterrées. C'était un chef-d'œuvre d'incompétence financière. Sterling n'avait pas seulement échoué. Il avait échoué lamentablement et de manière spectaculaire. Le condo de luxe à Gold Coast? Il avait contracté de massives deuxième et troisième hypothèques dessus pour injecter de l'argent dans cette cuisine fantôme en faillite. Les voitures de luxe? Saisies ou lourdement endettées. Mais la preuve la plus accablante se trouvait dans le résumé de l'investissement initial. Sterling avait lancé cette entreprise il y a 3 ans, en utilisant une injection de capitaux de 900 000 $ de mes parents. J'ai senti un sourire sombre et tordu se dessiner sur mon visage. Les registres montraient qu'une grande partie de cet argent provenait du produit de la vente de mon restaurant de barbecue. Ils avaient pris la valeur créée par mes 10 années de travail et en avaient injecté la majeure partie dans Sterling, tout en continuant à subventionner Blair à l'étranger. Et Sterling avait pris le travail de ma vie et l'avait littéralement incendié sur le marché de Chicago parce qu'il n'avait absolument aucune idée de comment gérer réellement une entreprise alimentaire. Il ne connaissait rien aux marges, aux chaînes d'approvisionnement ou au travail acharné. Il savait seulement porter un costume et faire le beau parler. Et maintenant, l'ironie était si épaisse qu'elle en était suffocante. L'enfant chéri, noyé sous les dettes et faisant face à une faillite totale, suppliait aveuglément une bouée de sauvetage d'Apex Solutions pour restaurant. Il était à genoux, implorant un plan de sauvetage de 2 millions de dollars d'une entité corporative anonyme. Il n'avait aucune idée que l'homme assis derrière le rideau, détenant le pouvoir absolu de vie et de mort sur son avenir financier, était le frère qu'il avait jeté comme une ordure 5 ans auparavant. J'ai refermé le classeur.
La couverture en cuir a fait un claquement satisfaisant. Simone, ai-je dit, ma voix étrangement calme. Ne rejetez pas cette demande. Simone a froncé les sourcils, me regardant comme si j'avais perdu la tête. Monsieur, c'est une perte garantie. C'est un terrible investissement. Je sais, ai-je répondu, me levant et marchant vers la fenêtre allant du sol au plafond, regardant la ville. Approuvez-les pour la prochaine étape de l'examen. Je veux rencontrer ce PDG en personne. Dites-leur qu'Apex est très intéressé, mais que la signature finale nécessite une rencontre en face à face avec le fondateur. Laissez-le penser qu'il a gagné. Simone n'a pas argumenté. Elle a juste hoché la tête et a quitté la pièce. Je me suis tenu près de la vitre, sentant la fraîcheur de la climatisation sur ma peau. L'univers venait de me livrer ma vengeance, enveloppée d'un ruban d'argent. Avant que je ne puisse finaliser l'anéantissement de l'entreprise de Sterling, le passé m'a rattrapé et m'a saisi à la gorge. 2 jours après avoir examiné le dossier Apex, j'ai reçu un email d'un petit cabinet juridique de ma ville natale. C'était une notification officielle, mon grand-père était décédé. Mon grand-père était la seule personne dans toute cette ville qui m'avait jamais traité avec la moindre décence. Quand Arlon me criait dessus pour avoir eu un B à un examen de maths, grand-père me tirait en douce sur le porche et me donnait une bouteille de soda. Il savait exactement à quel point mes parents étaient toxiques, mais il était trop vieux et frêle pour les combattre. Je ne voulais pas voir ma famille, mais je devais à ce vieil homme de lui dire au revoir. J'y suis allé dans une berline noire discrète que j'avais louée. Je ne portais pas de costume sur mesure. Je portais un simple pardessus noir. Je me suis tenu à l'arrière du cimetière, sous une forte pluie glaciale, caché sous un grand parapluie noir. J'ai regardé, à 50 mètres de distance, alors qu'il descendait son cercueil dans la terre boueuse. J'ai vu Arlon simuler un deuil. J'ai vu Sterling consulter son téléphone pendant l'éloge funèbre. Je n'ai pas versé une larme devant eux, mais ma poitrine était lourde. Dès que la cérémonie s'est terminée, j'ai fait demi-tour et suis rentré à Chicago. Je pensais que c'en était fini. J'avais tort. 3 jours plus tard, mon téléphone a commencé à exploser. Ce n'étaient pas des appels professionnels. C'était un barrage de messages textes, de messages vocaux et d'appels manqués de numéros que je n'avais pas vus depuis une demi-décennie. Je me suis assis à mon bureau, j'ai versé un verre de bourbon et j'ai lancé le premier message vocal. C'était mon oncle Gideon, le jeune frère de Arlon, le chef des singes volants. Sa voix était forte, agressive et ruisselante de venin. « Écoute-moi bien, petit bâtard ingrat », a crié Gideon au téléphone. « Tu disparais pendant 5 ans. Tu n'as même pas la décence de te montrer aux funérailles pour soutenir ta mère et maintenant tu nous fais ce coup de jarnac. Tu penses que tu peux débarquer et voler la retraite de tes parents ? Tu es dégoûtant. Nous allons te traîner en justice. Nous allons te détruire. Tu n'auras pas un seul centime de cette propriété. » J'ai mis la cassette en pause, mon front plissé de confusion. Voler leur retraite ? J'ai immédiatement appelé l'avocat de la petite ville qui avait envoyé l'email initial. L'avocat semblait épuisé. Il a tout expliqué. Mon grand-père avait laissé un testament très spécifique et inattaquable. Il savait que Arlon avait vendu mon restaurant et m'avait laissé sans rien. Alors, dans un acte de justice posthume final, mon grand-père avait entièrement contourné son propre fils. Il m'avait laissé sa maison, les 20 acres de terrain de développement de premier choix environnants, et toutes les économies de sa vie, directement et uniquement à moi. L'avocat m'a dit que lorsqu'il avait lu le testament à la famille dans son bureau, Arlon était entré dans une rage aveugle. Sterling avait en fait arraché la copie du testament du bureau et l'avait déchiré en lambeaux, hurlant que c'était un faux. Céleste s'était effondrée sur le sol, gémissant que j'avais dû manipuler un vieil homme mourant. Toute la famille élargie se mobilisait maintenant pour me harceler afin que je cède la propriété à Arlon. J'ai écouté 3 autres messages vocaux. Tante, cousin, des gens qui ne m'avaient pas parlé depuis 10 ans m'appelaient maintenant un voleur, un sociopathe et une honte pour le nom de la famille. Ils menaçaient de procès. Ils menaçaient de violence. Ils essayaient de me faire culpabiliser en utilisant la mémoire de mon grand-père. Il y a 5 ans, cette attaque coordonnée m'aurait anéanti. J'aurais ressenti un besoin irrésistible de m'expliquer, d'argumenter, de les supplier de comprendre que je n'avais pas demandé cela. Mais à 35 ans, assis dans mon bureau valant plusieurs millions de dollars, je ne ressentais rien d'autre qu'un amusement froid et clinique.
Je n'ai pas crié au téléphone. Je n'ai pas bloqué leur numéro immédiatement. J'ai systématiquement téléchargé chaque message vocal menaçant. J'ai exporté chaque message texte abusif. J'ai tout compilé dans un fichier numérique sécurisé. J'ai envoyé le tout à mon équipe juridique d'élite à Chicago avec une seule instruction, déposer des accusations de harcèlement et des ordonnances restrictives contre chaque nom sur cette liste et initier des procédures d'expulsion immédiate si quelqu'un met les pieds sur ma propriété. Je n'allais pas les combattre dans la boue. J'allais utiliser le poids froid et dur de la loi pour les écraser d'en haut. Je ne me souciais même pas de la vieille maison ou de l'argent. J'avais plus d'argent sur mon compte courant que la valeur de tout le patrimoine de mon grand-père. Mais je n'allais jamais laisser Arlon et Sterling l'avoir. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil, regardant la lumière clignotante sur mon téléphone alors qu'un autre parent en colère essayait d'appeler. Ils pensaient qu'ils intimidaient un cuisinier de ligne fauché et désespéré. Ils n'avaient absolument aucune idée qu'ils provoquaient un prédateur corporatif alpha. J'ai souri, reportant mon attention sur le dossier Elvat Culinary Group. Il était temps d'inviter Sterling à dîner. Si cette histoire vous a tenu en haleine jusqu'à présent, veuillez prendre une seconde pour soutenir. Cela signifie beaucoup. Appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire ci-dessous, en me disant de quelle ville, État ou pays vous regardez. Chaque interaction contribue à diffuser ces histoires à davantage de personnes qui ont besoin de les entendre. Revenons à la vengeance. Le décor était planté pour la destruction absolue de la fausse réalité de Sterling. Simone et mon équipe juridique avaient rédigé les documents d'acquisition. Nous n'allions pas accorder une ligne de crédit à Elvat Culinary Group. Nous allions les absorber, liquider leurs actifs inutiles et prendre le contrôle de leurs dettes massives en échange de la cession par Sterling de chaque once de capitaux propres qui lui restait. C'était une OPA hostile déguisée en plan de sauvetage. Mais Sterling ne le savait pas. Sterling croyait fermement que les dirigeants anonymes d'Apex Solutions pour restaurants étaient entièrement impressionnés par son concept de cuisine fantôme et se préparaient à lui offrir une bouée de sauvetage de 2 millions de dollars. Il était si confiant, si ivre de sa propre brillance illusoire, qu'il a décidé d'organiser une fête de victoire préventive. Et parce que l'arrogance est une maladie qui ronge le cerveau, Sterling voulait un public. Simone a intercepté une invitation physique qui avait été envoyée par courrier à mon ancienne et misérable adresse d'appartement en sous-sol. Le locataire actuel l'avait renvoyée à la poste, et comme j'avais une adresse de réexpédition enregistrée pour des raisons légales, elle a trouvé son chemin jusqu'à mon bureau. C'était une carte épaisse et ostentatoire, avec des lettres dorées en relief. Sterling m'invitait à rejoindre la famille dans un steakhouse exclusif étoilé au Michelin, au centre-ville de Chicago, pour célébrer son énorme investissement d'entreprise. Il a même ajouté une note manuscrite en bas, « Pensais que tu voudrais peut-être voir à quoi ressemble le vrai succès. Ne t'inquiète pas, je paierai ta note. » J'ai fixé cette note pendant longtemps. Il pensait vraiment que je grattais encore la graisse des soldes de restaurants bon marché. Il voulait parader sa fausse richesse devant moi pour se sentir supérieur. Le restaurant qu'il avait choisi était ironiquement poétique. C'était l'un des joyaux de la scène culinaire de Chicago, un endroit où les réservations prenaient 6 mois à obtenir. C'était aussi l'un des plus grands clients exclusifs d'Apex. Nous avions conçu toute la disposition de leur cuisine et nous fournissions chaque pièce d'équipement haut de gamme qu'ils utilisaient. Le directeur général et le chef exécutif me connaissaient personnellement. J'ai dit à Simone de rassembler les dossiers de comptabilité judiciaire. J'ai enfilé mon plus beau costume sur mesure, un chef-d'œuvre gris anthracite de Tom Ford qui coûtait plus cher que la voiture que je conduisais autrefois dans notre ville natale. Je portais une montre suisse discrète mais agressivement chère. J'avais exactement l'air de ce que j'étais, un homme qui contrôlait des millions de dollars et n'avait pas le temps de supporter les imbéciles. Je suis arrivé au restaurant exactement 15 minutes en retard. Simone me flanquait à ma droite, portant une élégante mallette en cuir, ressemblant à une assassin corporative. Alors que je franchissais les grandes portes doubles en acajou du restaurant, l'air était épais, imprégné de l'odeur de bœuf maturé, de vin rouge coûteux et de vieille fortune. Le maître d'hôtel m'a immédiatement reconnu. Ses yeux se sont écarquillés et il s'est précipité de derrière son pupitre. Il m'a salué par mon nom, me demandant si j'avais besoin de ma cabine privée habituelle. Je lui ai dit, non, j'étais ici pour me joindre à la fête sous le nom de Sterling, dans la salle à manger privée. Le maître d'hôtel a hoché la tête respectueusement et a personnellement escorté Simone et moi le long du couloir faiblement éclairé, tapissé de velours.
La lourde porte en chêne de la salle à manger privée était légèrement entr'ouverte. J'entendais le rire sonore et arrogant de mon père résonner sur les murs. J'ai poussé la porte et suis entré. Le contraste visuel dans la pièce était presque comique. Sterling, Arlon et Céleste étaient assis autour d'une immense table circulaire couverte de verres en cristal et de couverts en argent. Ils essayaient désespérément de paraître riches, mais ils avaient juste l'air de mauvais goût. Sterling portait un costume trop brillant et clairement acheté prêt-à-porter, associé à une énorme fausse montre en or. Céleste était parée de bijoux bon marché et démodés qu'elle pensait probablement être des diamants. Arlon était appuyé en arrière dans son fauteuil, faisant tournoyer un verre de vin avec une sophistication exagérée. Au moment où ils m'ont vu, le rire s'est brusquement éteint. La pièce est devenue complètement silencieuse. Arlon m'a regardé de haut en bas, ses yeux s'attardant sur mon costume sur mesure. Un éclair de confusion a traversé son visage, mais il l'a rapidement masqué d'un sourire narquois familier. « Eh bien, regardez qui a décidé de ramper hors du caniveau, » a dit Arlon, sa voix ruisselante de condescendance. « As-tu loué ce costume pour la nuit, ou l'as-tu volé à la blanchisserie où tu travaillais ?» Sterling a laissé échapper un rire fort et odieux. Il s'est levé, ajustant sa cravate bon marché, essayant de dominer physiquement l'espace. « Honnêtement, je ne pensais pas que tu aurais le culot de te présenter. Je suppose que tu voulais un repas gratuit. Vas-y, assieds-toi dans le coin, mais essaie de ne rien toucher. Je ne veux pas que tu mettes de la graisse de cuisine sur le rembourrage. » Céleste a soupiré, secouant la tête. « Nous sommes ici pour célébrer l'énorme contrat d'entreprise de 2 millions de dollars de ton frère. Essaie de bien te comporter et d'agir comme si tu avais ta place dans un endroit civilisé. » Je ne me suis pas assis. Je n'ai pas dit un mot. Je suis resté debout à la tête de la table, les regardant tous les trois avec un regard froid et vide. Je pouvais voir les fissures dans la confiance de Sterling commencer à se former. Mon silence le déconcertait. Il s'attendait à ce que je crie, à ce que je me défende, à ce que j'agisse comme le petit garçon blessé qu'ils avaient chassé il y a 5 ans. Au lieu de cela, j'ai fait un léger signe de tête à Simone. L'exécution allait commencer. Simone s'est avancée et a posé sa lourde mallette en cuir sur la nappe blanche immaculée. Le bruit sourd a résonné dans la pièce silencieuse. Sterling a froncé les sourcils, regardant Simone avec un mélange d'agacement et de confusion. « Qui est-ce » a demandé Sterling, croisant les bras. « J'ai dit que tu pouvais venir. Je n'ai pas dit que tu pouvais amener ta petite amie. C'est un dîner de famille privée. » Avant que je ne puisse répondre, la porte de la salle à manger privée s'est de nouveau ouverte. Le directeur général du restaurant, un homme très distingué en smoking, s'est précipité dans la pièce, tenant une bouteille de champagne de réserve. Il a complètement ignoré Sterling, Arlon et Céleste. Il s'est dirigé droit vers moi, inclinant légèrement la tête. « Monsieur Apex » a dit le directeur respectueusement, utilisant mon surnom professionnel. « C'est un honneur absolu de vous avoir à dîner avec nous ce soir. Le chef prépare les steaks tomahawk exactement comme vous les aimez. Y a-t-il autre chose que vous désirez pour votre réunion ?» Le verre de vin de Arlon a cessé de tournoyer. La mâchoire de Céleste est légèrement tombée. Le visage de Sterling est devenu complètement blanc. « Merci, Curtis » ai-je dit calmement. « Nous avons juste besoin d'un peu d'intimité pendant quelques minutes. Nous avons quelques affaires corporatives à conclure. »« Bien sûr, monsieur. » Tout de suite, a dit le directeur, posant le champagne et quittant rapidement la pièce, refermant fermement la lourde porte en chêne derrière lui. Le silence qui a suivi était suffocant. Sterling a fixé la porte, puis m'a regardé. Le sourire arrogant avait entièrement disparu de son visage, remplacé par une pâle et terrifiée réalisation. « Monsieur Apex » a répété Arlon, sa voix paraissant soudain très petite et incertaine. « De quoi parle-t-il ? Pourquoi vous a-t-il appelé comme ça ?» J'ai finalement tiré la chaise à la tête de la table et me suis assis. Simone a ouvert la fermeture éclair de sa mallette et en a sorti 3 dossiers épais et professionnellement reliés, en lançant un devant Sterling, un devant Arlon et un devant Céleste. « Permettez-moi de me présenter formellement, » ai-je dit, me penchant en avant, mes coudes posés sur la table. « Je suis le fondateur et directeur général d'Apex Solutions pour Restaurants. Et vous, Sterling, êtes le candidat pathétique, frauduleux et financièrement ruiné qui a supplié ma compagnie pour un plan de sauvetage de 2 millions de dollars au cours des 3 dernières semaines.
Sterling a reculé comme s'il avait été giflé. La couleur a complètement disparu de son visage. Non, a-t-il murmuré. Non, c'est impossible. Apex est une énorme entité corporative. Toi. Tu fais du barbecue. Tu es un cuisinier. J'étais un cuisinier, l'ai-je corrigé, ma voix dépourvue de toute sympathie. Maintenant, je suis l'homme qui détient le pouvoir absolu de vie et de mort sur tout votre avenir. J'ai désigné les dossiers. Ouvrez-les. Je veux que vous voyiez exactement quel genre de génie est vraiment l'enfant chéri. Arlon, les mains tremblantes, a ouvert le dossier. Ses yeux parcouraient les pages de comptabilité judiciaire. Céleste se contentait de le fixer, trop effrayé pour regarder. Laissez-moi vous résumer, ai-je dit, mes mots les frappant comme des coups physiques. Il y a 5 ans, vous avez vendu mes 10 ans de sang, de sueur et de larmes pour 1,5 million de dollars. Vous avez utilisé la majorité de ces fonds pour soutenir Sterling, tandis que le reste a continué de financer Blair à l'étranger. Sterling a ensuite dilapidé l'argent que vous avez mis derrière son entreprise. J'ai regardé directement Sterling, qui transpirait maintenant abondamment. Votre cuisine fantôme est un échec total. Vous n'avez aucun revenu organique. Vous avez falsifié vos états de flux de trésorerie. Vous avez contracté une deuxième et une troisième hypothèque sur le condo que nos parents vous ont acheté et vous avez actuellement 3 mois de retard sur ces paiements. Votre Mercedes en leasing est prévue pour la saisie mardi prochain. Vous êtes noyé sous près de 2 millions de dollars de dettes toxiques et vos fournisseurs se préparent à déposer un recours collectif contre vous pour fraude. Tais-toi, a soudainement crié Sterling, sa voix se brisant d'hystérie. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Les affaires sont difficiles. Le marché a changé. Les affaires sont difficiles pour les personnes incompétentes, ai-je répondu froidement. Tu pensais pouvoir te frayer un chemin jusqu'au sommet en portant un costume bon marché et en intimidant les gens en dessous de toi. Mais le monde réel ne se soucie pas de ton ego, Sterling. Le monde réel se soucie des chiffres, et tes chiffres disent que tu es une fraude complète et totale. Arlon a levé les yeux du dossier, son visage d'une terrifiante teinte de gris. Il a regardé son fils préféré, le garçon pour lequel il m'avait sacrifié. Sterling, a haleté Arlon, se serrant la poitrine. Est-ce vrai? As-tu perdu l'argent? As-tu perdu la maison? Sterling ne pouvait pas regarder son père dans les yeux. Il a fixé son assiette, ses mains tremblant violemment. Simone a sorti une dernière feuille de papier de sa mallette et l'a glissée sur la table vers Sterling. C'était une page unique dense de jargon juridique. C'est un accord d'acquisition, ai-je expliqué. Apex ne vous accorde pas de ligne de crédit. Nous achetons votre dette en difficulté et prenons le contrôle de l'entreprise. Si vous signez ce document maintenant, vous cédez 100% de vos capitaux propres à ma compagnie. Vous repartez sans rien, mais Apex résoudra les réclamations éligibles des fournisseurs dans le cadre de l'acquisition et empêchera l'entreprise de sombrer dans une faillite immédiate et incontrôlée. Toute fraude suspectée identifiée dans ces dossiers sera traitée séparément par notre conseil et signalée partout où la loi l'exige. Si vous refusez de signer, nous nous retirerons du sauvetage et vos créanciers pourront user de tout recours à leur disposition. Sterling a regardé le stylo posé sur le contrat. Il m'a regardé, des larmes d'humiliation absolue montant à ses yeux. Il était complètement, totalement brisé. Il a pris le stylo et a signé son nom, effaçant essentiellement toute son existence dans le monde de l'entreprise. Alors que Sterling jetait le stylo sur la table et enfouissait son visage dans ses mains, un désordre pathétique et sanglotant, Céleste a soudainement explosé. Elle ne pouvait pas gérer la destruction de son illusion parfaite. Elle ne pouvait pas accepter qu'elle ait fait le mauvais pari, qu'elle ait jeté le fil qui réussissait pour dorloter un raté. Elle a frappé la table de ses mains, ses bijoux bon marché cliquetant bruyamment. « Arrête ça » a-t-elle hurlé, me pointant d'un doigt tremblant. « Arrête ça tout de suite. Tu es un monstre. Tu l'as piégé. Tu as saboté ton propre frère parce que tu es jaloux. » Jaloux de quoi, maman, ai-je demandé calmement, prenant mon verre d'eau. Jaloux de sa faillite? Ou jaloux du fait qu'il est sur le point de perdre son appartement et de retourner vivre dans votre sous-sol? Tu te crois si intelligent, a crié Céleste, sa voix résonnant stridentement dans la salle privée. Tu penses avoir détruit cette famille, mais ce n'est pas le cas. Nous avons toujours Blair. Ta sœur va être médecin.
Elle termine son doctorat en Europe et elle va épouser un homme d'une famille riche et elle aura 10 fois plus de succès que toi dans ton stupide commerce de cuisine. J'ai lentement posé mon verre d'eau. J'ai regardé Simone. Simone n'a même pas cligné des yeux. Elle a de nouveau plongé la main dans sa mallette et en a sorti une enveloppe en papier craft simple. Elle l'a jetée au centre de la table. Je me demandais quand vous mentionneriez la prodige, ai-je dit, ma voix baissant d'un octave. Allez-y, mère. Ouvrez l'enveloppe. Jetez un bon coup d'œil à votre futur docteur. Céleste a hésité, ses yeux allant de l'enveloppe à mon visage. Arlon, qui serrait toujours le bord de la table, essayant de digérer la faillite de Sterling, a tendu une main tremblante et a déchiré l'enveloppe. Une pile de photographies brillantes de 8 par 10 pouces s'est répandue sur la nappe blanche. Ce n'étaient pas des photos de remise de diplôme. Ce n'étaient pas des photos d'une prestigieuse université européenne. C'étaient des photos de surveillance haute résolution prises par un détective privé très cher que j'avais engagé il y a un mois. La première photo montrait Blair vêtu d'une petite tenue de clubbing scintillante, portant un plateau de shooter à travers une boîte de nuit sombre éclairée au néon. La deuxième photo la montrait assise sur les genoux d'un homme lourdement tatoué sur un yacht de luxe, fumant quelque chose qui n'était certainement pas une cigarette. La troisième photo était une copie d'un avis d'expulsion écrit en espagnol. Votre fille n'est pas étudiante en doctorat, ai-je dit, laissant la réalité s'installer alors que Céleste ramassait les photos, ses mains tremblant violemment. Elle a abandonné son programme universitaire il y a 3 ans. Elle utilise les milliers de dollars que vous lui virez chaque mois pour financer un mode de vie de fêtarde à Ibiza. Elle travaille actuellement à temps partiel comme serveuse de bouteilles dans une boîte de nuit. Et selon mon enquêteur, elle doit une somme d'argent considérable à des usuriers locaux très peu recommandables. Non, a haleté Céleste, laissant tomber les photos comme si elles étaient en feu. Non, c'est un mensonge. C'est un faux. Blair m'appelle toutes les semaines de la bibliothèque. Elle vous appelle de l'aller derrière le club, les jeux corrigés. Vous avez versé toutes vos ressources, tout mon argent dans Sterling, et il l'a brûlé. Vous avez versé votre retraite dans Blair, et elle l'a dépensé. Les 2 investissements sur lesquels vous avez misé toute votre vie sont des échecs complets et spectaculaires. J'ai tourné mon attention vers Arlon. Mon père, l'homme qui avait toujours été si grand, si imposant, si incroyablement arrogant, ressemblait à un ballon dégonflé. Sa peau était pâle et moite. La sueur perlait sur son front. Il a fixé les photos de sa fille, puis a regardé les papiers de faillite signés par son fils. Le fondement même de sa vie, sa fierté, son ego, venait d'être systématiquement dynamité juste devant lui. Il avait passé toute sa vie à me mépriser, à me traiter comme une bête de somme jetable. Tout cela pour protéger l'illusion de ses enfants parfaits et réussis. Et maintenant, l'illusion avait disparu. Il n'y avait plus nulle part où se cacher. Arlon a essayé de parler, mais les mots se sont coincés dans sa gorge. Il a tendu la main vers son verre de vin, sa main tremblant si violemment qu'il l'a renversé. Le vin rouge foncé s'est répandu sur la nappe blanche immaculée, s'imprégnant dans le tissu, s'étalant comme une mare de sang frais juste sur les photos de Blair et le contrat de Sterling. C'était la métaphore visuelle parfaite de la destruction de notre famille. Je me suis levé de la table. J'ai boutonné ma veste de costume. Je les ai regardés tous les 3, assis dans les ruines de leur propre fabrication. L'addition est pour moi ce soir, ai-je dit doucement. Considérez cela comme ma dernière contribution à cette famille. Je me suis retourné et me suis dirigé vers la porte, Simone me suivant silencieusement. Merci beaucoup d'être resté fidèle à l'histoire jusqu'à présent. Si vous écoutez toujours et appréciez le drame, veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec les mots exacts, toujours là. C'est un petit insigne d'honneur amusant pour montrer que vous avez creusé si profondément dans l'histoire. Et je promets de personnellement liker et répondre à chaque commentaire qui inclut cette phrase. Revenons à l'acte final de cette vengeance. Alors que ma main touchait la poignée en laiton de la porte de la salle à manger privée, la paralysie due au choc qui avait saisi ma famille s'est finalement brisée. Le chaos a éclaté derrière moi. Ce n'était pas la prise de conscience digne et silencieuse de personnes qui savaient qu'elles avaient fait une erreur. C'était l'agitation désordonnée, laide et désespérée d'animaux acculés. Céleste a poussé un grand hurlement aigu et a en fait glissé de sa chaise, s'effondrant à genoux sur le tapis coûteux. Elle ne s'évanouissait pas. Elle faisait une crise de colère théâtrale en bonne et due forme. « Everett, attends » a crié Céleste, agrippant l'air dans ma direction.
Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Nous sommes ta famille. Tu es riche maintenant. Tu as tout cet argent. Tu dois aider ton frère. Tu dois sauver ta sœur. J'ai fait une pause lente, tournant la tête pour regarder par-dessus mon épaule. Sterling était paniqué. La réalité de la perte de son entreprise, de son condo de luxe, de sa voiture et de toute sa fausse persona s'effondrait sur lui. Au lieu d'assumer ses responsabilités, il a fait exactement ce que les lâches font toujours, il a jeté ses parents sous le bus. C'est de leur faute, a crié Sterling, pointant un doigt tremblant vers Arlon et Céleste. Ils m'ont mis trop de pression. Ils m'ont dit que je devais être millionnaire. Ils m'ont fait contracter ces prêts pour acheter ce stupide condo, afin qu'ils puissent se vanter auprès de leurs amis. Ils m'ont mis en situation d'échec. Arlon, qui serrait toujours sa poitrine et respirait difficilement, a regardé son fils en or avec un mélange d'horreur et de chagrin. Le garçon pour lequel il m'avait sacrifié était maintenant en train de le blâmer publiquement pour sa propre incompétence. Arlon a essayé de se lever, son visage déformé par la douleur. « Sterling, comment peux-tu dire ça » a haleté Arlon, s'appuyant lourdement sur la table. « Nous t'avons tout donné. Nous avons vendu son restaurant pour toi. Et ce n'était pas suffisant, a hurlé Sterling. Vous m'avez donné de l'argent, mais vous ne m'avez donné aucune connexion. Vous vous attendiez à ce que je sois un roi alors que vous n'étiez que des nuls de petite ville. Je les ai regardés se déchirer les uns les autres. Il y a 5 ans, cette scène m'aurait brisé le cœur. Je me serais précipité, j'aurais offert mon propre argent, j'aurais sacrifié ma propre paix juste pour faire cesser les cris, juste pour gagner une miette de leur approbation. Mais en les regardant maintenant, je ne ressentais absolument rien. Pas de colère, pas de tristesse, juste une observation clinique et détachée de la cause à effet. Ils avaient bâti toute leur tour de mensonges, d'arrogance et d'argent volé. Maintenant, la tour s'effondrait, et ils s'enterraient sous les décombres. Céleste a rampé sur le tapis, tendant la main pour attraper l'ourlet de mon pantalon de costume sur mesure. « S'il te plaît, Everett » a-t-elle sangloté, levant les yeux vers moi, son mascara coulant sur son visage. Le sang est plus épais que l'eau. Tu dois nous pardonner. Nous avons fait une erreur. Nous serons une vraie famille maintenant. Paie juste les dettes de Sterling. Ramène Blair à la maison. Nous pouvons tous vivre ensemble. J'ai baissé les yeux sur elle. J'ai lentement reculé, retirant ma jambe de son étreinte. Le sang est plus épais que l'eau, ai-je répété doucement. C'est le mensonge que les personnes toxiques utilisent pour vous garder piégés dans leur poison. Vous n'avez pas fait une erreur, mère. Une erreur, c'est d'oublier de payer une facture. Vous avez fait un choix calculé et délibéré. Vous avez choisi de me vider de ma substance pendant 10 ans, puis vous avez choisi de me jeter dehors dans le froid glacial parce que je demandais ma juste part. J'ai regardé Arlon qui me fixait, haletant. Il y a 5 ans, ai-je dit, ma voix résonnant clairement au-dessus des sanglots de Céleste. Vous avez signé un bout de papier. Vous m'avez dit que ma survie, ma maladie et ma mort ne signifiaient rien pour vous. Vous m'avez dit que j'étais une ordure et que mon frère valait plus que moi. J'ai redressé ma cravate et j'ai ouvert la lourde porte en chêne. Gardez cette même énergie arrogante maintenant, Arlon, ai-je dit, sortant dans le couloir calme et raffiné du restaurant. Parce que vous êtes seul. J'ai laissé la porte se refermer avec un clic, coupant les sons de leurs cris et de leurs pleurs. Simone et moi sommes sortis du restaurant et avons respiré l'air frais de la nuit de Chicago. Mon chauffeur nous attendait au bord du trottoir. En me glissant sur la banquette arrière de la voiture, j'ai pris une grande inspiration. L'air n'avait jamais eu un goût aussi pur. J'avais enfin complètement extirpé le cancer de ma vie. Mais l'univers a une drôle de façon de tester votre détermination une dernière fois. Exactement 1 an s'est écoulé depuis cette nuit au steakhouse. Au cours de cette année, mon entreprise a doublé de taille. Apex Solutions pour Restaurants est devenue une force dominante à travers le pays. J'étais occupé, épanoui et entouré de personnes qui me respectaient pour mon esprit et mon éthique de travail, et non pour ce qu'elles pouvaient extraire de mon compte bancaire. Quant à ma famille biologique, les nouvelles me parvenaient par les rapports froids et objectifs de mon équipe juridique, qui les surveillait juste au cas où ils tenteraient un coup. Sterling avait fait complètement faillite. Sans sa fausse entreprise, son mode de vie luxueux s'était évaporé. Il a été contraint de retourner dans notre ville natale et travailler actuellement de nuit dans une usine de fabrication locale, transportant de lourdes caisses sur un chariot élévateur.
L'ironie était presque poétique. Blair avait complètement disparu des radars. Lorsque l'argent a cessé de couler de mes parents, elle a bloqué tous leurs numéros. La dernière rumeur était qu'elle vivait dans une auberge de jeunesse en Espagne, fuyant ses créanciers. Et puis il y avait Arlon. C'était un mardi après-midi pluvieux et misérable à Chicago. J'étais en pleine réunion du conseil d'administration lorsque mon assistante de direction a frappé à la porte vitrée. Elle avait l'air très mal à l'aise. Elle est entrée et m'a chuchoté qu'une femme âgée se tenait dehors, dans le hall, sous la pluie battante, refusant de partir, criant mon nom et faisant un scandale. La sécurité menaçait d'appeler la police. Je savais exactement qui c'était. J'ai arrêté la réunion, pris mon parapluie et suis descendu par l'ascenseur privé au rez-de-chaussée. J'ai franchi les portes vitrées tournantes de mon siège social. La pluie tombait à verse, rebondissant sur le trottoir en béton. Debout sur le trottoir, complètement trempée jusqu'aux os, paraissant 10 ans plus vieille que la dernière fois que je l'avais vue, se trouvait Céleste. Quand elle m'a vu, elle n'a pas crié. Elle s'est juste effondrée. Elle est tombée à genoux là, dans les flaques, indifférente au regard des hommes et des femmes d'affaires qui passaient en hâte sous leur parapluie. Je me suis approché et je me suis tenu sous mon parapluie, la regardant. Je ne lui ai pas tendu la main. Je ne lui ai pas offert mon manteau. Everett, a roqué Céleste, sa voix éraillée et brisée. S'il te plaît, n'appelle pas les flics. Je n'ai nulle part où aller. J'ai pris le bus toute la nuit pour arriver ici. Que voulez-vous, ai-je demandé, ma voix complètement neutre. C'est ton père, a-t-elle sangloté, serrant sa veste mouillée. Ses reins ont lâché. Il est en insuffisance rénale terminale. Il a besoin d'une dialyse continue, d'une évaluation de transplantation et de soins spécialisés. Mais nous n'avons pas d'argent. Nous avons tout dépensé en essayant de garder Sterling hors des problèmes juridiques. Il y a près de 80 000 $ de frais de traitement et de factures médicales non couvertes que nous ne pouvons pas gérer. Sans un plan de soins réalisable, les médecins disent que son état continuera de se détériorer. Il va mourir, Everett. Il va mourir. 80 000 $. Pour moi, c'était une erreur d'arrondi. Pour eux, c'était la différence entre la vie et la mort. Céleste m'a regardé, ses yeux écarquillés d'une terreur animale désespérée. Je sais que nous avons été horribles avec toi, a-t-elle plaidé, pleurant si fort qu'elle s'étouffait avec l'eau de pluie. Je sais que nous avons tout ruiné, mais c'est ton père. Il t'a donné la vie, s'il te plaît. Je vous supplie à genoux. Sauvez juste sa vie. Ayez pitié. J'ai regardé la femme agenouillée dans la flaque. J'ai pensé à la cicatrice de brûlure sur mon bras. J'ai pensé aux 1,5 millions de dollars volés à ma jeunesse. J'ai pensé au sourire narquois sur le visage de Arlon quand il m'avait dit que je ne valais rien. La plupart des gens dans cette situation ressentiraient l'une des deux choses suivantes, une pitié accablante ou une rage accablante. Mais debout sous la pluie, j'ai ressenti de la clarté finale et ultime. J'ai sorti mon téléphone portable de ma poche. J'ai composé la ligne directe de Simone. Elle a répondu dès la première sonnerie. Simone, ai-je dit, mes yeux rivés sur Céleste. Contactez le centre médical régional de ma ville natale. Localisez un patient nommé Arlon. Virez exactement 80 000 $ à leur service de facturation pour couvrir sa dialyse, l'évaluation de sa transplantation et les coûts de traitement associés. Céleste a haleté. Un regard de soulagement profond et accablant a envahi son visage. Elle a laissé échapper un rire hystérique, rampant en avant pour essayer de serrer mes chaussures en cuir. Oh mon Dieu! Merci. Merci, mon magnifique garçon. Je savais que tu nous aimais encore. Je savais que tu ne pouvais pas laisser ton père mourir. Nous allons arranger les choses, Everett. Tu peux rentrer à la maison. Nous pouvons redevenir une famille. J'ai fait un pas en arrière brusque, l'arrêtant net dans son élan. Ne me touchez pas, ai-je dit, ma voix perçant le bruit de la forte pluie comme un couteau. Céleste s'est figée, levant les yeux vers moi, confuse. Ne prenez pas cela pour de l'amour, mère, ai-je dit lentement, m'assurant qu'elle entende chaque syllabe. Et ne prenez pas cela pour du pardon. Je ne paie pas cet argent parce que je me soucie de savoir s'il vit ou meurt. Je paie ces 80 000 $ pour acheter la propreté immaculée de ma propre conscience. Je paie cela pour régler la dette biologique de ma naissance.
J'ai maintenant officiellement payé pour la vie que vous m'avez donnée. J'ai baissé les yeux vers ses yeux terrifiés. La facture est entièrement payée. Nous sommes entièrement quittes. Et parce que la transaction est complète, nous sommes maintenant officiellement des étrangers. Si jamais vous revenez dans ma ville, si jamais vous rappelez mon bureau, si jamais vous m'abordez dans la rue, mon équipe de sécurité vous fera arrêter pour traque et harcèlement. Me comprenez-vous? Céleste ne pouvait pas parler. Elle est restée à genoux sous la pluie, tremblante. Réalisant que le pont n'était pas seulement brûlé, il avait été complètement vaporisé. Retournez auprès de votre enfant chéri, ai-je murmuré. Je me suis retourné, j'ai franchi de nouveau les portes vitrées tournantes et je suis retourné au travail. La guérison n'est pas un événement cinématographique. Elle ne se produit pas du jour au lendemain et elle ne vient pas toujours avec un joli nœud heureux. Mais elle vient lentement et tranquillement, lorsque vous retirez enfin le poison de votre circulation sanguine. C'était une belle et fraîche matinée de dimanche, à la fin du printemps. Je me tenais dans la pelouse avant de la propriété que mon grand-père m'avait laissée. J'avais finalement décidé quoi faire de la vieille maison et des 20 acres de terrain. Je ne l'ai pas vendue à des promoteurs et je ne l'ai pas laissée pourrir. J'ai investi 3 millions de dollars dans une rénovation complète. Nous avons démoli les murs en décomposition et construit une immense installation de cuisine commerciale ultra-moderne. J'ai transformé le domaine de mon grand-père en l'Académie culinaire Apex, une école de métier entièrement financée et gratuite, conçue spécifiquement pour les jeunes émancipés de l'aide sociale et les jeunes adultes issus de foyers brisés qui n'avaient nulle part où aller. Nous leur avons enseigné les arts culinaires, la gestion de restaurants et la littératie financière. Nous leur avons donné les compétences, la dignité et le soutien familial que je n'avais jamais eu à leur âge. J'étais agenouillé dans la terre près de l'entrée principale, portant un vieux t-shirt et un jean, mes mains couvertes de terre sombre. Je plantais une longue rangée de rosiers vibrants et rouges foncés. Mon grand-père aimait toujours les roses. Il avait l'habitude de dire qu'il faut saigner un peu des épines avant d'apprécier la fleur. J'ai enfin compris ce qu'il voulait dire. Le bruit des pneus crissant sur l'allée de gravier m'a fait lever les yeux. Un SUV élégant est arrivé. Roland, mon ancien mentor, qui m'avait donné ma première vraie chance à Chicago, en est sorti, tenant un plateau de café. Juste derrière lui se trouvait Simone, portant une énorme boîte de pâtisserie d'une boulangerie locale. Il venait de la ville pour m'aider à interviewer le nouveau groupe d'instructeurs culinaires. « Eh, patron » a crié Simone à travers la pelouse, agitant une pâtisserie en l'air. « Tu as manqué un endroit avec le paillis. Arrête de jouer dans la terre et viens manger. Nous avons une pile de CV à passer en revue. » J'ai souri. Un sourire sincère et chaleureux. Je me suis levé, j'ai brossé la terre de mes genoux et je les ai regardés tous les deux. Ils n'étaient pas seulement mes employés ou mes mentors. C'étaient les personnes qui m'avaient soutenu quand je n'étais personne. Les personnes qui se sont battues pour moi dans la salle de réunion et les personnes qui ont célébré mes victoires sans demander une part. Le sang ne fait pas une famille. Le respect, la loyauté et le soutien inconditionnel font une famille. J'ai dû traverser 10 ans de tourments psychologiques, perdre la femme que j'aimais et geler dans les hivers rigoureux de Chicago pour apprendre cette leçon. Je pense souvent à Arlon et Céleste. Je sais qu'ils sont vivants. Je sais que Sterling travaille toujours dans cette usine, mais ils existent dans mon esprit comme des personnages d'un livre que j'ai lu il y a très longtemps. Ils n'ont absolument plus aucun poids émotionnel sur moi. Beaucoup de gens m'ont dit que j'étais impitoyable pour la façon dont j'ai géré la facture médicale. Ils disent que payer pour l'opération chirurgicale vitale d'un homme mourant juste pour acheter ma propre liberté et le leur jeter à la figure était cruel. Ils soutiennent que le pardon est une vertu et que porter le fardeau de s'éloigner de ses parents est plus lourd que de faire la paix. Mais je ne suis pas d'accord. Pardonner à quelqu'un qui est sincèrement désolé est une vertu. Pardonner à un parasite qui ne veut que s'accrocher à votre succès est un suicide émotionnel. Les 80 000 $ que j'ai dépensés étaient le prix le plus bas que j'aurais pu payer pour garantir que je n'aurais plus jamais à regarder par-dessus mon épaule. Mon succès m'appartient. Ma paix m'appartient. Et l'empire que j'ai bâti appartient uniquement à l'homme qui a survécu à l'incendie. Alors, je dois vous demander à tous qui regardez ceci en ce moment, pensez-vous que j'étais trop dur? Était-il mal de payer pour l'opération chirurgicale vitale de mon père tout en regardant ma mère dans les yeux et en lui disant qu'elle était morte pour moi? Comment auriez-vous géré la transaction finale avec une famille toxique? Laissez vos pensées, vos propres expériences et vos opinions dans les commentaires ci-dessous.
Je les lis tous. Et partager votre histoire pourrait juste aider quelqu'un d'autre à trouver le courage de s'éloigner de ses propres agresseurs. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime » et vous abonner. Nous avons beaucoup d'autres histoires incroyables de personnes qui se lèvent et reprennent leur pouvoir à venir.